L'invité politique de la matinale, et ce matin je reçois Barbara Pompili. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État à la biodiversité. Avant de parler de l'actualité de ces derniers jours, de votre actualité, j'aimerais aussi vous entendre sur cette nouvelle polémique ce matin sur les éventuelles failles de sécurité à Nice le soir du 14 juillet. Le journal Libération explique ce matin, photo à l'appui, que le soir du drame, au moment où le camion a forcé l'entrée de la promenade des Anglais, ce sont des policiers municipaux qui étaient présents sur place au niveau de ce premier point d'entrée et non des fonctionnaires de la police nationale, comme l'avait expliqué le ministère de l'Intérieur au lendemain de l'attentat. Bernard Cazeneuve a réagi, il parle dans un communiqué de procédés qui relèvent du complotisme, de procédés graves. Il va y avoir une conférence de presse ce matin du directeur de la sécurité publique. Question simple, est-ce que Bernard Cazeneuve a parlé trop vite ? Écoutez, franchement, des articles sensationnalistes comme ça, j'aimerais savoir ce qu'ils apportent au débat. On a un dispositif qui n'a pas été pris tout seul dans son coin. Ce dispositif de sécurité sur le 14 juillet, ça a été répété à de nombreuses reprises. C'est un dispositif qui a été pris en lien entre la préfecture et la mairie de Nice. Donc, à moins de développer une théorie du complot qui engloberait la préfecture, la mairie de Nice et puis le monde entier, à un moment, il faut bien voir qu'il y a eu un dispositif, que ce dispositif, effectivement, mettait en œuvre un travail entre la police nationale et la police municipale. Il s'était réparti un certain nombre de points et donc il y a une opération de totale transparence qui a été faite par le gouvernement sur cette question. On a mis à plat ce qui a été fait. Il va y avoir une conférence de presse encore aujourd'hui pour repréciser les choses. Là, on est en train de monter de la polémique. Dans quel but ? Je n'en sais rien. Ce que cherche à savoir Libération, c'est si le dispositif qui a été décrit par le ministre de l'Intérieur était bien celui qui était en vigueur ce soir-là. Mais encore une fois, c'est un dispositif transparent, c'est un dispositif qui était décidé en lien avec la mairie de Nice. Donc soit tout le monde ment, la préfecture, la mairie de Nice, et il y a un complot mondial pour ne pas expliquer ce qui se passe, ou bien on peut simplement se dire qu'effectivement il y avait un dispositif en place, effectivement on peut débattre de l'amélioration des conditions de sécurité, c'est ce qui a été fait notamment dans le débat sur la prolongation de l'état d'urgence, on peut débattre, mais à un moment sortons des polémiques stériles et essayons d'être utiles et d'avancer ensemble. Encore une fois, les théories du complot, ça n'est jamais très bon. La prolongation de l'état d'urgence, à présent un texte commun a été trouvé hier soir entre les sénateurs et les députés. Cette version finale doit maintenant être votée à l'Assemblée nationale puis au Sénat, ce qui est une simple formalité. Cette prolongation et ces nouvelles mesures pour muscler cet état d'urgence entreront en vigueur à partir du 27 juillet prochain. Est-ce que ce compromis, cette dernière version, est la bonne selon vous ? À partir du moment où les députés et les sénateurs ont réussi à se mettre d'accord sur la meilleure solution possible dans le contexte actuel, je crois qu'on avance et encore une fois, c'est comme ça qu'on doit avancer. C'est tous ensemble, on peut débattre. J'ai entendu dans les débats ces derniers jours des choses un petit peu scandaleuses, mais globalement, si on veut avancer, si on veut lutter contre le terrorisme, si on veut que la France s'en sorte, il faut qu'on travaille ensemble. C'est le rôle du Parlement. Je suis contente qu'ils aient réussi à trouver un accord. La droite avait proposé pas mal de mesures qui ont été entendues, intégrées à cet état d'urgence. L'offensive sécuritaire de la droite est réussie tout de même. Non, ne mélangeons pas tout. Que l'opposition nationale fasse des propositions et que parmi ces propositions, il y en ait qui soient retenues et d'autres rejetées, c'est le travail démocratique normal. Après, quand on parle de dérive sécuritaire, non, on a des questions qui se posent sur le renforcement de notre sécurité dans une période d'attentat. Maintenant, jamais nous ne devons perdre de vue que nous sommes dans un état de droit, que c'est aussi pour ça que nous sommes attaqués, parce que nous sommes un pays de liberté. Donc, toujours, quand nous prenons des mesures, gardons en tête que nous devons rester à l'intérieur de cet état de droit et ne pas tomber dans des excès qui pourraient nous entraîner dans de graves dérives. Justement, je pense à la fermeture des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos incitant à la haine et la violence. Une mesure a été donc intégrée à cet état d'urgence pour faciliter ces fermetures. C'est une mesure difficile à appliquer.
ce n'est pas simple à appliquer, mais ça existait déjà. Il y a déjà eu un certain nombre de lieux de culte qui ont été fermés suite à ce genre d'incident. Donc, encore une fois, là, on est simplement dans la facilitation de mesures qui existaient déjà. Donc, et puis ça a été proposé, il me semble, au Sénat. Voilà un compromis qui a été trouvé et qui montre que l'on peut avancer quand on est dans le débat démocratique. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Nous devons toujours être vigilants. Nous sommes dans un état de droit et de liberté. Ne l'oublions jamais. C'est aussi ça qu'on veut détruire. On veut nous séparer, on veut nous diviser, on veut créer des guerres entre nous. Ne tombons pas dans ce piège. Lors du débat à l'Assemblée nationale, 26 voix de députés ont voté contre cette prolongation de l'état d'urgence. Et parmi ces députés, beaucoup de gauche, beaucoup écologistes aussi. Je m'adresse à l'ancienne membre du Parti des écologistes. Il y a par exemple Isabelle Attard qui considère que l'état d'urgence n'a montré son efficacité que dans les premiers mois. Les faits ne lui donnent pas vraiment tort. Isabelle Attard n'est membre d'aucun parti écologiste à ma connaissance. Vous savez, les écologistes aujourd'hui, c'est une famille. Elle est dans les noms très séparée, très éclatée. Ça ne vous aura pas échappé que nous sommes un certain nombre d'écologistes à avoir quitté le parti EELV parce que c'était un parti qui était en train de se recroqueviller et de se mettre dans une position d'être contre tout. Donc de ne participer à aucune construction collective, eh bien, il le montre encore avec ce vote sur l'état d'urgence, qui n'est pas étonnant, qui est le même que celui qu'ils ont eu déjà à de nombreuses reprises. Donc c'est une partie des écologistes, mais qui ne correspondent pas du tout à ce que je ressens et à ce que ressentent une grande partie des écologistes qui aujourd'hui veulent avancer ensemble et trouver des solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si on était dans un monde où il n'y avait pas d'attentats. On ne peut pas faire comme si on était dans un monde où il n'y avait pas de grosses déchirures dans notre société avec les extrêmes, les fascismes qui sont en train de pousser et contre lesquels nous devons lutter. La menace terroriste est permanente, il faut vivre avec. C'est ce que dit Manuel Valls. Absolument. Et dans le même temps, le ministre de l'Intérieur disait hier dans une interview au Monde que l'état d'urgence ne peut pas être permanent. Il n'y a pas une contradiction ? Non, l'état d'urgence là a été prolongé parce qu'on a été confronté à un attentat qui nous a remis dans une imminence de danger. Et donc, cet état d'imminence, le gouvernement s'est dit, c'est dommage de se priver de cet outil de l'état d'urgence, là, maintenant, tout de suite. Mais à quel moment on prend la responsabilité de le lever, cet état ? Il va bien évidemment falloir en sortir. On a pris un certain nombre de mesures législatives qui, aujourd'hui, sont en cours de mise en place et qui vont bientôt être tout opérationnelles, qui permettront justement de pouvoir sortir de l'état d'urgence entre guillemets tranquillement. Mais n'oublions pas aussi, c'est aussi un point sur lequel, qui pour moi est très important, c'est que nous sommes dans un monde où nous essayons de nous diviser, enfin certains essayent de nous diviser, où beaucoup de forces essayent de nous éclater. N'oublions pas quand même que nous sommes tous les citoyens d'une même terre, et j'insiste aussi beaucoup là-dessus, parce que cet humanisme que nous devons avoir en tête, c'est aussi pour ça que je suis écologiste, c'est se rappeler que nous partageons le même monde et que nous devons vivre ensemble dans le même monde, que nous devons aussi protéger ce monde. Justement, la classe politique a-t-elle été à la hauteur selon vous ? Je pense notamment au débat à l'Assemblée nationale sur la prolongation de l'état d'urgence, marqué par du chahut, des cris, des invectives. Est-ce que certains ne sont pas allés trop loin ? Beaucoup tombent dans assez bas et ne savent pas être à la hauteur du débat qui mérite d'être mené aujourd'hui. Qui, par exemple ? Écoutez, beaucoup de gens de l'opposition, notamment parce que c'est eux qui ont fait beaucoup de bruit. Moi, je suis pas là pour pointer un tel ou un tel, mais quand on est dans une période grave, dans une période de guerre comme aujourd'hui, savoir garder de la hauteur, savoir aussi ne pas mentir aux gens, ne pas raconter qu'on peut empêcher tous les attentats, qu'il suffirait de mettre des lance-roquettes pour empêcher un camion de foncer dans la foule. Je crois qu'on mérite. Notre démocratie mérite un débat à la hauteur. Un mot sur la loi travail. Le Premier ministre, hier, Manuel Valls, a une nouvelle fois utilisé l'article 49.3. Donc après 5 mois de polémique politique et de contestation sociale aussi, cette loi sera définitivement considérée comme adoptée dans un délai de 24 heures, soit cet après-midi. C'est la quille, pour reprendre les mots du journal Le Parisien ce matin ? On arrive à la fin d'un processus. Ça a été un processus douloureux, mais cette loi devait être mise en place. On va enfin pouvoir entrer dans son application et montrer justement, faire sortir des fantasmes, montrer que cette loi
aide à faciliter le monde du travail d'une manière générale. Elle aide à faciliter le travail des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés, leur donne des protections. Sortons des fantasmes, on va être dans le réel et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule loi qui a été adoptée hier. On y vient, effectivement, c'est votre actualité. Le projet de loi sur la biodiversité qui a été définitivement adopté hier. Que retenir de cette version finale ? Écoutez, malheureusement, le contexte ne s'y prête pas et pourtant, cette loi est une grande loi. C'est la première loi depuis 40 ans qui offre enfin un cadre pour la préservation de la biodiversité, qui va donner à tous ceux qui agissent dans le quotidien, aux élus, aux bâtisseurs d'une manière générale, un cadre qui va leur permettre de pouvoir le faire en toute sécurité et sans abîmer notre biodiversité. Il va y avoir une nouvelle agence qui va être créée, qui va être un relais et qui va permettre de montrer et d'aider tous ceux qui travaillent sur ces questions. Et puis, on va avoir aussi quelques mesures symboliques, comme l'interdiction des néonicotinoïdes, donc les insecticides tueurs d'abeilles, qui a été adoptée hier, qui est un vrai progrès. Pourquoi ? Parce que notre agriculture doit être accompagnée dans une évolution vers moins de pesticides. Et bien voilà, on pourra les utiliser encore concret. Jusqu'en 2020 tout de même. Hein. Non, 2018, l'interdiction est en 2018. On a fait un certain nombre de dérogations, mais qui seront très strictement encadrées pour là où il y aurait des vrais problèmes de transition. On n'est pas là pour mettre nos agriculteurs dans la difficulté, on est là pour les accompagner dans une transition. Cette loi est une grande loi, on aura le temps certainement de refaire le point un peu plus longuement, mais enfin, nous travaillons pour le vivre ensemble. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la protection de la nature, c'est un sujet géopolitique. Aujourd'hui, des guerres ont lieu à cause de l'accès aux ressources naturelles. Donc le fait de protéger nos ressources naturelles, le fait de protéger le tissu de la vie, c'est absolument important. Je sais, on a toujours l'impression que ça passe en troisième priorité, mais non, c'est le sujet essentiel de la vie. Et ce qui est important aussi, c'est que le préjudice écologique sera désormais inscrit dans le Code civil. C'est important de le signaler. Les débats ont été compliqués, je crois savoir, notamment au Sénat. La protection des abeilles, ça ne parle pas à tous les sénateurs. Non, il y a encore quelques élus du monde rural qui croient qu'on ne peut pas protéger la biodiversité et protéger le développement économique dans le monde rural. C'est l'inverse. La protection de la biodiversité, l'écologie, ça crée de nombreux emplois, que ce soit en ville ou en campagne. C'est une chance de développement et dans cette période un peu difficile, un peu de bonnes nouvelles et un peu de perspectives positives, c'est une bonne chose et je suis heureuse d'avoir apporté ma contribution avec Ségolène Royal à cette belle loi qui va avoir des belles conséquences pour notre pays.